Campus Bordeaux. 88.1. De retour dans les studios de Radio Campus, il est 13h42, vous écoutez What the Fac, le magazine étudiant. Et tout de suite... Let's talk about it. Parlons-en. C'est Parlons-en, et oui, Benjamin et toute l'équipe sont restés avec nous. Allez, ils avaient encore envie de débattre à l'antenne. Ils ne se lassent pas de Radio Campus et c'est avec plaisir que, Benjamin, on accueille ta chronique ce mercredi. Et oui, et rebonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'espace et de l'univers. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que je fais quand même la rubrique la plupart du temps le vendredi, en fait tout simplement, je lance un sujet. Et avec ce sujet, j'essaye de tourner ça sous forme de débat. Et souvent, c'est des sujets un peu de la vie quotidienne, ou pas d'ailleurs, ou pas. Alors aujourd'hui, donc, ça parle de l'espace et de l'univers. Alors c'est un vaste sujet à la base, hein, mais vous allez voir qu'en fait, ça peut nous concerner vraiment, vraiment, vraiment. Alors déjà pour refaire un petit historique, je fais souvent un petit historique pour voir un peu d'où on vient. Déjà pour Aristote, le monde qui change était celui de la Terre. Par contre, le monde astral, donc à partir de la Lune, en fait, c'était le monde immuable. Donc vous voyez que depuis, on a un peu évolué dans la façon dont on pense l'univers et l'espace, et notamment avec Copernic, hein, qui a découvert au XVIe siècle l'héliocentrisme, hein, donc une blessure narcissique pour l'humanité, puisque nous ne sommes plus au centre du monde, mais c'est le Soleil qui est au centre du monde. Voilà, alors pour citer quand même quelques dates importantes, hein, que les gens ne savent pas forcément, ce n'est que en 1957 qu'on a envoyé le premier satellite, c'est un satellite soviétique Sputnik 1 dans l'espace. Après il y a eu le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, et enfin bien sûr le premier pas sur la Lune le 20 juillet 1967 par notre ami Armstrong. Alors bien sûr, depuis, le sujet s'est vraiment démocratisé. On a beaucoup de films de science-fiction, etc. Donc il y a E.T., enfin toutes des choses comme ça. Donc c'est des choses qu'on connaît beaucoup mieux maintenant, notamment avec l'avancée de la science. Mais si on revient un peu au début, quand même, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Alors, il y a 13,8 milliards d'années, il s'est passé quelque chose qu'on appelle le Big Bang. C'est la théorie la plus courante, qui dit en fait, tout simplement, qu'il y a eu une énorme explosion à partir de très peu de choses, à partir d'une sorte de petite boule de matière plus microscopique qui a explosé et qui a créé l'espace et le temps. Alors, bien sûr, là d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un article ils ont découvert, les scientifiques, des ondes gravitationnelles du Big Bang qui prouveraient que la théorie du Big Bang serait potentiellement vraie. Alors, déjà, première question, je me tourne vers mes invités. Est-ce que vous pensez qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang ? Ah oui. Question. Eh oui. Non, c'est une bonne question, effectivement, Benjamin. Et il y avait forcément quelque chose, puisque la nature a horreur du vide, et il y avait quelque chose avant que ça éclate sous forme d'un Big Bang. Les scientifiques, d'ailleurs, je crois, ont pu remonter jusqu'à un temps très très court, très proche de ce Big Bang, de l'ordre de, je crois, secondes ou quelque 10 chose. puissance moins 43 secondes. C'est absolument fabuleux. Ouais. Voilà, c'est fabuleux, mais là on se heurte à un mur, au-delà de quoi on ne sait pas ce qu'il y avait. Mais ce que je trouve de plus fascinant encore, c'est que apparemment, consécutivement à ce Big Bang, eh bien, l'univers est en expansion. Ça, c'est une image absolument fascinante pour l'esprit, on a du mal à comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore en ce moment, pendant que nous parlons ici tranquillement à Radio Campus, eh bien, tous les corps célestes sont en train, à des vitesses variables, de s'écarter les uns des autres. Et donc l'univers, en quelque sorte, se dilate. Alors, là aussi, différentes théories, notamment, et une qui dit que cet univers va continuer et va rester en expansion comme ça, mais on a du mal à imaginer jusqu'où. Et une théorie scientifique se fait jour également, qui est celle, à l'opposé du Big Bang, qui est celle du Big Crush. C'est-à-dire que, étant parvenu au bout de son expansion, cet univers va de nouveau se retasser sur lui-même. Se recontracter, tout à fait. Se contracter sur lui-même avec une force telle qu'il va concentrer une énergie fabuleuse, et que cette énergie, étant concentrée jusqu'au point insupportable, va donner lieu à une nouvelle explosion, qui repartirait vers un nouveau Big Bang. Et donc, nous serions, à une échelle supra-humaine, nous serions dans un système en pulsation. Un système qui alterne le crush et l'expansion. C'est bien dit, c'est bien dit. Et juste encore quelque chose qui est intéressant, c'est les trucs bizarres de l'univers. Est-ce que vous savez que par exemple on est fait, d'ailleurs la matière est faite à partir de 99% de vide. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on est 99% de vide, vraiment. Ça paraît bizarre, hein. Il y a aussi un truc qui est bizarre, c'est tout ce qui est l'antimatière. Alors l'antimatière, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que si vous rencontrez votre clone d'antimatière dans l'univers, que vous lui serrez la main, ben vous plus lui, ça fait du vide, ça fait rien du tout. Donc c'est très bizarre à comprendre tout ça. Et c'est pas des discussions qu'on a tous les jours, mais ça existe vraiment.
Donc voilà, alors pour continuer un peu là-dessus, au niveau des voyages spatiaux, on parle beaucoup des années-lumière, qui est quand même 300 000 mètres par seconde, donc 300 000 km par seconde, hein, donc c'est beaucoup. Hein. Avec la vitesse de la lumière, on met 8 minutes pour aller jusqu'au Soleil. On met quelques secondes, 2 secondes pour aller jusqu'à la Lune. Mais alors quand on parle des étoiles, la première étoile la plus proche, et ben là déjà, c'est plus la même chose. Hein, c'est 4,2 années-lumière. Et quand on parle de galaxies, alors là on est à 2,5 millions d'années-lumière. Hein, années-lumière, qui est selon la théorie de la relativité, la vitesse maximale possible à atteindre par les objets physiques. Donc déjà ça pose question. Alors... ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que si des extraterrestres nous regardaient en fait de 20 milliards d'années-lumière, et ben ils verraient en fait 20 milliards d'années-lumière avant en fait. C'est-à-dire que nous, quand on voit les étoiles, le temps que la lumière arrive aux étoiles, et ben on les voit que dans le passé en fait. Donc c'est joli, tout ce que nous voyons n'est que passé. C'est ça, c'est très poétique car nous voyons quelquefois des étoiles qui sont déjà éteintes. Oui. Tout à fait. Alors pour ce qui est d'actualité, les voyages sur la Lune, il y en a eu qu'un juste pour l'instant sur vraiment les pieds sur la Lune, etc. Et il y a eu un projet de retourner sur la Lune en 2017 par les Chinois. Et vers Mars aussi, en 2025, il y a un projet qui s'appelle One Mars. Et alors ce qui est intéressant, c'est que pour le projet d'aller sur Mars, le trajet est à peu près de 6 à 9 mois. Aller. Donc ça fait quand même 1 an et demi dans une navette et ils envisagent vraiment de le faire. Donc il y a des gens qui sont là en train de s'entraîner pour des tests psychologiques, qui restent dans des cabanes en bois pendant vraiment 9 mois, voire même plus, pour essayer de voir s'ils sont capables de rester autant de temps séparés du monde. Et c'est très difficile. Et alors la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que tout ça, qui engendre des coûts énorme, exorbitant, à la recherche dans la technologie spatiale est juste énorme. On a rien que pour la NASA, c'est plus de 100 milliards de dollars par an. La question qui se pose, et je te la pose à toi, Kibo, qui doit certainement être très intéressé, c'est est-ce que on doit continuer à investir dans ce fonctionnement technologique, l'espace, la découverte de l'espace? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Ou est-ce qu'il faut l'utiliser ailleurs, ce budget? Tu veux dire si on doit continuer à investir pour aller sur Mars? Voilà, par exemple, pour aller sur Mars. Pourquoi pas? Je suis pas hostile si les gens veulent aller sur Mars. Alors après, la question qu'on peut... Faut dire que t'es parti de loin quand même, monsieur. Tout ça en partant de la métaphysique d'Aristote, quand même. En arrivant sur les voyages sur Mars... J'ai regardé le temps, je me suis dit, allez, ça on passe. Je trouve que t'as été un petit peu vite, quand même. D'ailleurs, moi, quand t'as posé la question, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a eu avant le Big Bang, là? Oui, vas-y. Finalement, c'est un peu la question du pourquoi, en fait. Et cette question-là du pourquoi, de la création de l'univers, en fait, tout simplement, tu vois. Avant le Big Bang, cette question-là du pourquoi, pour l'instant, il me semble qu'on n'y a pas répondu. Et que finalement, la cosmologie d'Aristote, ce que t'as appelé la cosmologie d'Aristote, c'était finalement la métaphysique. Et que la métaphysique et toutes les théories traditionnelles qui se basent sur la cosmologie prétendent, on va dire, exposer une forme de réponse à cette question, en fait. Donc finalement, notre vision s'est basée sur la science, mais la science, c'est plutôt, on va dire, j'aimerais pas mettre tous les philosophes de la fac à dos, là, quand même. Hein. Je parle avec des pincettes, s'il vous plaît. La science, elle, plutôt se borne au domaine de la nature, de la physis. Alors que la métaphysique et la cosmologie d'Aristote prétendaient baser ses analyses au-delà de la physis, au-delà de la nature, en fait. Et c'est pour ça que les Indiens disaient que l'origine du monde et la manifestation du monde étaient d'origine non humaine, en fait. Car dépasse l'entendement humain et donc inexplicable par la voie de la raison. Mais voudrais-tu parler de l'existence de Dieu? Bah, après, fameuse théorie. Objectivement, qu'est-ce que Dieu? Ça serait un autre débat. Grande question. Wow. Ouais. Mais est-ce que, on va dire, sur ce plan de la métaphysique, est-ce que Dieu serait un principe qui dépasserait les principes de la physique, en fait? Oui. Et pourtant, on reste impressionné par le fonctionnement de l'univers, car comment imaginer que cette horloge existe et n'est point d'horloger? Eh oui. C'est compliqué. On sent bien l'idée. Il faudrait une Mais émission en fait, de 3 heures, là. ça donne carrément le vertige, quoi. Hein, c'est vrai que quand on parle C'est de tout difficile, ça, hein. c'est quand même très difficile. Mais effectivement, cette histoire de pulsation, je rebondis sur la pulsation tout à l'heure, je crois que c'est toi qui l'évoquais, et cette histoire de pulsation qui va du chaos à une période plus calme, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui régit toute notre vie, de ces transitions. Bah, c'est la question de l'équilibre, justement, de l'homme dans son cosmos. Et Ouais. ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre Rabhi. C'est ce rapport qu'on a à la nature, en Ouais. fait, l'équilibre entre la terre et le ciel, Ouais. qui est peut-être la base de toutes les cosmologies, en fait, traditionnelles. Donc maintenant,
avec la science, on peut trouver ça peut-être un peu Et- fantaisiste ou un peu dépassé, mais Mais pas du tout, parce que c'est aujourd'hui. la question du principe d'unité en fait, justement. Exactement. Et aujourd'hui, la théorie des cordes, je sais pas si tu la connais, qui est la théorie selon laquelle nous ne sommes que des vibrations en fait, Ouais, ouais. est très intéressante parce qu'effectivement, elle rebondit là-dessus sur tout ce qui est unité, et tout Absolument. ce qu'on vient de Ouais. dire. Alors Léo, je sais pas si toi, tu as une idée de ce qu'il y avait avant le Big Bang pour faire la question. Alors non, c'est vraiment une question. Comme je t'avais dit la semaine dernière, t'es vache avec tes questions J'avoue. sur l'univers. Faudrait une émission de 3 heures pour en parler. Non, Ouais, avant le ça, Big c'est Bang, clair. c'est vrai que l'univers c'est quelque chose d'incompréhensible. Et que moi, petit animateur radio, ça reste vraiment un gros mystère. Et comme je suis athée, bah voilà, toute question divine est écartée. Donc ça reste un gros C'est mystère. le gros point d'interrogation. C'est Je vais revenir l'agnostique. à la Terre parce qu'en fait tu parles de vibration et il y a eu une expérience qui a été faite il n'y a pas très longtemps avec un jardinier qui a donc impulsé de la musique dans un certain coin du jardin, donc sur des plantations qu'il avait faites. Et il s'est rendu compte qu'à cet endroit-là, les légumes poussaient extraordinairement plus vite, plus gros. Et il ne s'agissait pas de la musique ou du choix de la musique, c'est-à-dire de passer du rock au rap ou au classique, mais c'était suivant les vibrations de la musique. D'accord, ok. Et c'était ça qui agissait. Donc en fait, après, dans son étude, effectivement, il vient bien parler de vibrations. Donc c'était juste pour rebondir sur les vibrations. Et je voulais raccrocher aussi avec Pierre Rabhi tout à l'heure. On évoquait le vide et l'immense espace de l'univers avec les astres et les étoiles, etc. Je voudrais aussi rappeler les très belles images qu'on a tous eues de la NASA, tous les films magnifiques qu'on a vus récemment, Gravity, qui donne une image terrifiante de l'espace, qui est un monde très hostile, au moins aussi hostile, plus hostile que le monde sous-marin, parce qu'il demande beaucoup de technologie pour y survivre. Il fait peur autant qu'il fascine. Ouais. Et donc, rappeler que, et Pierre Rabhi insiste beaucoup là-dessus, nous sommes actuellement embarqués sur un vaisseau spatial qui est la Terre, et dont on prend, pardon, je suis très enroué, excusez-moi, dont on prend conscience de la petitesse et de la fragilité quand on voit les belles photos de la NASA et prises à quelques dizaines de kilomètres de la Terre, on s'aperçoit que c'est une petite boule bleue dans son atmosphère qui nous préserve des brûlures du soleil et que nous n'avons que celle-là. Ça veut dire que on se comporte aujourd'hui, et c'est ce contre quoi Colibri et beaucoup d'autres mouvements et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de lutter, on se comporte aujourd'hui comme si, dans la navette Columbia ou dans n'importe quel vaisseau spatial, eh bien, les astronautes jetaient leurs papiers par terre, faisaient leurs besoins le long des murs, ne traitaient pas leurs déchets, consommaient l'oxygène à toute vitesse, allumaient toutes les lumières de la capsule et brûlaient le carburant tout à la fois pour le mouvement de leur capsule, de leur vaisseau, et pour la préservation de leur... Autrement dit, ils épuiseraient dans un temps très très court les quelques ressources qui les maintiennent en vie dans ce milieu, ce vaisseau qui les isole d'un espace très très hostile. Et nous faisons aujourd'hui la même chose avec la Terre, et ce cri d'alarme qui est poussé par Pierre Rabhi et par beaucoup d'autres, je crois qu'il faut l'écouter, il faut l'entendre, parce que la planète Terre n'est pas inépuisable. On sent le révolté, la conviction bien forte qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que On dérive. il faut faire. Oui, non, mais c'est important de parler de ça parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de parler. Et c'est important de prendre ses responsabilités et de prendre conscience aussi de tout ça. Donc, mais je reviens à ma question quand même. Est-ce que ça vaut le coup de donner 100 milliards de dollars pour aller visiter l'espace quand il y a des gens qui meurent de faim sur Terre? Une question que je te pose, Isabelle. Ah, à qui la poses-tu? En fait, moi, je me suis aperçue que plus je cherchais à réfléchir et moins j'avais de réponses. Donc il C'est embêtant, fallait aller de plus en plus dans des élucubrations intellectuelles qui certes pouvaient m'occuper mais me fatiguaient beaucoup. Moi j'ai trouvé des réponses plutôt dans un espace méditatif. Je me suis intéressée beaucoup à la théorie des cordes. Je me suis intéressée beaucoup au vibratoire, à la méditation, En fait, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que quand j'entre dans un état qui est donné par la méditation, dans la méditation, c'est un état qu'on peut trouver en dansant, en rêvant, voilà. C'est un état qui fait qu'on n'a plus d'obsession, on n'est plus harcelé par le mental, par les pensées. On est un petit peu comme dans un état de bien-être ou de neutralité. Et dans cet état, il n'y a plus de notion de temps. Il y a des personnes qui ont été accidentées, par exemple, qui entrent dans cet état aussi. On n'a plus la notion du temps et on a accès à des informations nouvelles. Ça ouvre des espaces nouveaux. Donc moi, je me demande s'il n'y aurait pas des réponses plutôt, des recherches à faire au lieu de dépenser beaucoup d'argent
pour aller dans l'espace et explorer avec des petits moyens, enfin moi je dirais des petits moyens matériels qui vont donner que des réponses à un niveau matériel. Je suis plus inspirée par les traditions amérindiennes, indiennes ou enfin toutes les traditions d'ailleurs, qui vont explorer par la méditation des connaissances sur les rythmes de la Terre, sur les rythmes de l'espace, voilà, se recentrer sur soi plutôt que d'aller voir ailleurs la solution. Se recentrer sur soi parce qu'en fait, c'est comme le macrocosme est dans l'illimité. On s'aperçoit que plus on va dans le microcosme, plus on va à l'intérieur de soi et plus on a accès à des mondes tout est connecté. impressionnants. Ouais, voilà. Thibaut, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, non, j'allais rebondir sur ce que dit Isabelle, parce que je trouve ça assez passionnant en fait. C'est enfin, je lisais un auteur il y a pas longtemps qui disait qu'il faut réapprendre à se concentrer. Et que l'Occident actuel, dans son époque moderne, ne sait plus se concentrer en fait. Et c'est ça dont parle en fait Isabelle, et ça retourne un petit peu à notre principe d'unité. Elle dit on se sent hors du temps, comme si le temps n'existait plus. Et si tu regardes toutes les doctrines traditionnelles qui partent de la métaphysique, et notamment en Inde à travers le yoga, parce que le yoga c'est pas juste faire des exercices de respiration dans un gymnase parfois un peu cher, c'est atteindre ce qu'on appelle la réalisation métaphysique. Et l'un des principes des étapes de cette réalisation-là, c'est de saisir la simultanéité des choses hors du temps en fait. Le principe d'unité dans la simultanéité. C'est-à-dire que tu ne perçois plus les différentes séquences d'une action dans le temps, mais tu perçois toutes ces séquences en une et unifiées en fait. Et c'est des choses que ça on a perdu, ou on perd, et je pense en voulant détruire une certaine forme d'intuition, ce qu'on appelle l'intuition intellectuelle, au profit d'une raison, et même parfois au profit d'une intuition sensible qui est inférieure à la raison. Qu'est-ce que tu parles bien, Thibaut ? Qui est en fait... Qu'est-ce qu'on appelle en fait, c'est le rapport primaire au monde. C'est-à-dire c'est pas l'intuition première qu'on pourrait retrouver parfois chez les enfants, c'est le rapport de l'immanence pure et de l'immanence de l'esclave en fait, qui n'a plus de réflexivité en fait. Et je pense que parfois c'est ce que Colibri d'une certaine manière essaye de faire, et ce que certaines doctrines anciennes, que ce soit d'ailleurs toutes les traditions, toutes les traditions, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit les Amérindiens. C'est intéressant de voir que les sujets comme ça amènent à des réflexions un peu plus métaphysiques véritablement. C'est assez intéressant. Je pense que j'aurais pas le temps, à mon avis, de parler des extraterrestres. Et malheureusement non, c'est dommage, c'est marrant. Ce sera dommage. Pour un prochain, parlons-en. Alors non, c'est le moment de conclure. Donc voilà, en conclusion, disons simplement qu'il y a des choses qui nous dépassent et que c'est peut-être bien ainsi. Peut-être que voilà, tout n'est pas forcément à comprendre et que des questions n'amènent pas forcément sur des réponses, mais que c'est bien de savoir s'interroger. Voilà, tout simplement. Donc merci à tous. Et la fois prochaine, on parlera de rien à voir, de la théorie du genre et surtout de la psychologie masculin et du féminin. Oui. Eh ben ça va se friter dans ce studio. Nous espérons être invités à nouveau. Mais vous l'êtes ? Ah mais évidemment que vous êtes invité. Merci Benjamin d'avoir fait un Parlons-en assez exceptionnel, et merci à tous d'avoir contribué à ce What the Fuck. On a pu tenir une émission entière et c'était formidable. Merci à vous. Merci. On se quitte. Merci à vous. Merci. En musique, à très bientôt. Le mouvement Colibri, on se quitte avec Mustang, Écran Total. Je vous dis à demain. Portez-vous bien, passez une bonne journée, couvrez-vous bien, n'attrapez surtout pas froid avec ce temps mesquin. Campus Bordeaux. 98.1 Campus Bordeaux. 88.1